Je suis avec Anaïs Rouillal, qui est ergonome, et je suis Marine Cartier, psychologue du travail au sein de l'APST 37, qui est votre service de santé au travail. Alors, dans le parcours professionnel d'un individu, les situations de souffrance au travail entraînent une augmentation du risque de rupture dans le parcours socio-professionnel. C'est là que différents acteurs vont se mobiliser pour maintenir le salarié en emploi, acteurs dont l'APST 37 fait partie. L'objectif, idéalement, est donc d'agir en amont, en contribuant tout au long du parcours de la vie du salarié, afin de prévenir les situations de souffrance au travail. Cela permet ainsi de diminuer le nombre de situations où l'emploi est remis en question. Nous avons construit notre présentation autour de cet enchaînement. Nous allons donc commencer par explorer ensemble quelles sont les conséquences pour le salarié et pour l'entreprise, puis nous remonterons vers les acteurs qui sont là pour vous aider et également quels sont vos moyens et vos outils. Vous avez donc normalement reçu un petit questionnaire avec le programme pour vous préparer à cette présentation, pour pouvoir tester vos connaissances sur cette thématique-là, qui peut être connue par certains et inconnue pour d'autres. Et c'est pourquoi le premier petit quiz est donc la question: quelles sont les affirmations exactes? La première affirmation, c'est à l'employeur de prendre le rendez-vous de visite de pré-reprise, est une affirmation fausse, car la visite de pré-reprise ne peut pas être prise par l'employeur, elle peut seulement être demandée par le médecin traitant, le médecin conseil de la sécurité sociale ou bien le salarié lui-même. Le rendez-vous de visite de pré-reprise n'est pas un rendez-vous obligatoire, ce n'est pas une visite qui est obligatoire ni systématique, c'est pourquoi en tant qu'employeur, vous avez la possibilité et le droit d'informer vos collaborateurs de l'existence d'une telle visite. La deuxième affirmation, seul le salarié peut demander une visite de pré-reprise, est donc une affirmation fausse, puisque si vous avez bien écouté ce que je viens de dire, seul le salarié, le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale peut demander ce type de visite. La visite de pré-reprise sert à préparer la reprise du travail. C'est vrai. Donc, par définition, cette visite de pré-reprise a lieu avant la reprise et donc pendant l'arrêt de travail. À ce moment-là, le médecin du travail peut faire des préconisations à l'employeur par le biais d'un échange avec celui-ci. Et c'est aussi le moment où peuvent être mobilisés l'équipe pluridisciplinaire ou d'autres acteurs afin de préparer au mieux la reprise. La visite de reprise doit obligatoirement avoir lieu le jour de la reprise du travail, c'est faux. En temps normal, le délai est de 8 jours calendaires. Actuellement, en raison de la crise sanitaire, ce délai est rallongé. Dans tous les cas, vous pouvez retenir déjà que la visite de reprise ne doit pas forcément avoir lieu le jour exact de la reprise. Cependant, il est utile de pouvoir anticiper au niveau de la prise de rendez-vous. Alors, les conséquences d'une situation de souffrance pour le salarié déjà, puis nous verrons pour l'employeur. Et bien évidemment, une augmentation du nombre d'arrêts de travail et la mise en place de restrictions médicales selon les besoins, selon l'état de santé et selon le contenu du travail. Donc cela peut être une adaptation du poste de travail, des aménagements horaires par exemple, du temps partiel thérapeutique, cela peut être un essai encadré ou bien une situation d'inaptitude qui peut donner lieu à du reclassement. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse par rapport à l'essai encadré si vous ne savez pas ce que c'est. Donc, l'essai encadré a pour but d'accompagner à la reprise du travail. C'est fait avec l'accord de la sécurité sociale, en coordination par le médecin du travail, en lien avec l'assistante sociale. Le but est de tester un retour à l'emploi. Cela peut être un retour sur le même travail avec un aménagement, sur un autre travail dans la même entreprise ou dans une autre entreprise. Cet essai encadré a une durée de 3 jours maximum, continue ou discontinue. Le but est vraiment de tester une nouvelle situation pour voir est-ce qu'elle est adaptée. Le but étant ainsi de le faire le plus tôt possible, de manière à pouvoir anticiper
le retour. Ainsi, par exemple, si l'aménagement est un aménagement avec du matériel, par exemple, un fournisseur peut venir avec un matériel en prêt lors de l'essai. Si l'essai est concluant, cela permet de donner du temps à l'entreprise pour commander le matériel et ainsi avoir tout l'aménagement qui est prêt pour le salarié lors de sa reprise. Donc là, c'était au niveau du salarié, les conséquences d'une situation de souffrance au travail, mais comme vous vous doutez, au niveau de l'entreprise, il y a également des conséquences, puisque comme ma collègue l'a expliqué juste avant, il peut y avoir des absences dues à ces souffrances au travail, et c'est pourquoi vous avez donc un taux d'absentéisme qui peut être plus important. Lié à cela, évidemment, le coût qui est engendré par l'absence ou bien l'arrêt ou l'accident de travail est également à prendre en compte comme une conséquence. Évidemment, une telle absence nécessite une organisation à remettre en place, une organisation à repenser, et cela peut prendre du temps. C'est pourquoi il va y avoir des réunions, des temps d'échange mis en place pour faire en sorte de compenser cette absence. Cette absence peut également avoir un impact sur le climat social. Je parle d'absence, mais la situation de souffrance au travail, s'il n'y a pas d'absence, peut également nécessiter une réorganisation interne, ou bien des réunions et des temps d'échange, des entretiens individuels avec la personne. C'est à vous, en tant qu'employeur, de voir ce qui est au mieux par rapport à la situation. Nous sommes également là pour vous accompagner si vous avez besoin sur ces sujets-là. Le climat social peut également être impacté par ce type de situation. Et une absence peut également nécessiter un remplacement sur un poste qui est nécessaire, et vous vous doutez bien que derrière, il y a des frais de formation et des frais de remplacement à prendre en compte sur ce type d'information. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres de conséquences d'une situation de souffrance au travail que nous avons citées ici. Selon vous, combien coûte en moyenne pour une entreprise un arrêt de travail de plus de 24 heures en brut? Entre 0 et 999 euros, entre 1000 et 1999 euros, réponse C, entre 2000 et 2999 euros, réponse D, plus de 3000 euros. Eh bien, vous avez gagné le million si vous avez choisi la réponse C, entre 2000 et 2999 euros, puisque le chiffre exact est de 1931 euros. Nous avons donc parlé des conséquences d'une situation de souffrance au travail, et nous allons maintenant aller plus dans le détail des conséquences possibles sur la santé du salarié. Il faut savoir qu'il y a 2 niveaux d'atteinte possibles sur la santé du collaborateur. Dans un premier temps, les atteintes elles peuvent être physiques, notamment des troubles du sommeil, des douleurs, de l'augmentation de la fréquence cardiaque. Elles peuvent être également émotionnelles, avec de l'angoisse, de l'excitation, une sensation de mal-être, d'irritabilité, des atteintes intellectuelles, une perturbation de la concentration, une difficulté à prendre des initiatives, des atteintes comportementales, notamment par les conduites addictives, des troubles alimentaires, des comportements violents qui peuvent être même agressifs, un repli sur soi, un isolement ou la difficulté de coopérer. Ce premier niveau d'atteinte peut parfois donner suite à un deuxième stade, auquel cas ces atteintes se transforment en pathologies qui peuvent être plus ou moins réversibles. Ça peut être de l'obésité, du diabète, des ulcères, des colites, des TMS, troubles musculo-squelettiques, des troubles anxio-dépressifs, un épuisement professionnel. Et également, malheureusement, cela peut donner suite à une incapacité permanente, voire même une mortalité prématurée liée à toutes ces problématiques de santé. Alors, nous avons une bonne nouvelle, c'est que nous avons le même objectif que vous, protéger la santé de vos salariés. Nous sommes là pour vous aider. Quel est le placement le plus rentable? Le livret A, réponse A. Réponse B, un placement à 10%. Réponse C, investir dans la prévention des risques psychosociaux. Réponse D, sous le matelas. Bien, sachez que si vous trouvez une banque qui vous propose un placement à 10%, vous pouvez lui dire que vous avez trouvé mieux, puisque c'est la réponse C, investir dans la prévention. En effet, pour 1 euro investi dans la prévention des risques psychosociaux, c'est
13 € de bénéfices. Revenons maintenant sur le contexte juridique. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il évalue et hiérarchise les risques auxquels sont exposés les salariés et propose des mesures de prévention adaptées. Cela est représenté à travers le document unique d'évaluation des risques professionnels qui est obligatoire depuis 2001, où les risques sont justement listés, évalués, hiérarchisés et des mesures de prévention sont prévues en face de chaque risque. Nous reviendrons un peu plus tard sur le document unique d'évaluation des risques. En tout cas, sachez d'ores et déjà que les risques psychosociaux font partie des risques qu'il convient de lister dans ce document unique. Et enfin, l'employeur s'assure que ses salariés bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé par un service de santé au travail. Nous continuons donc avec un petit quiz. Selon vous, quels sont les accompagnements que notre service de santé propose en matière de prévention? Donc, nous avons listé la rédaction du document unique, l'enquête harcèlement, les conseils concernant l'organisation du travail, les visites médicales et suivi des salariés, des conseils concernant la conception des locaux de travail et l'accompagnement social des salariés. Concernant la première proposition, la rédaction du document unique, cette proposition est fausse. Nous ne sommes pas là pour rédiger le document unique, c'est à l'employeur qui tient cette responsabilité de rédiger le document unique. Cependant, nous sommes là pour vous accompagner tout au long de cette élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche et non pour la rédiger. Tous les accompagnements qu'on va vous proposer aujourd'hui, toutes les offres de services, nous tenons à préciser qu'elles sont comprises dans votre cotisation annuelle et que parfois vous ne savez pas ce que nous proposons au sein de la PST française. Donc c'est pour ça que nous vous le rappelons. Concernant la deuxième proposition, l'enquête harcèlement, cette réponse est fausse. Nous ne proposons pas d'enquête harcèlement. Par contre, nous pouvons proposer des études des risques psychosociaux collectives pour essayer d'analyser des situations de travail qui peuvent amener à des souffrances au travail. Cela peut être au niveau du collectif, au niveau du salarié qui est dans une situation de souffrance, au niveau de l'équipe, mais au niveau aussi de l'entreprise. Nous sommes vraiment là pour analyser la situation et essayer de voir quels peuvent être les risques psychosociaux qui peuvent avoir impacté une situation et créer une situation tendue ou de conflictuelle entre des personnes. La troisième possibilité, ce sont les conseils concernant l'organisation du travail. C'est une bonne réponse. Si vous avez bien écouté ce que je viens de dire, c'est en quelque sorte des conseils que nous pouvons vous proposer. N'hésitez donc pas à solliciter votre médecin du travail référent qui saura déclencher l'équipe pluridisciplinaire compétente ou bien qui pourra lui aussi vous proposer des conseils concernant cette organisation du travail qui peut se faire en amont d'une étude de risques psychosociaux, par une étude de risques psychosociaux, après une étude de risques psychosociaux, mais peut également prendre une toute autre forme au niveau, selon la situation de travail et selon le contexte professionnel de votre entreprise. Concernant la visite médicale et le suivi des salariés, c'était une réponse facile. J'espère que vous avez tous mis que l'affirmation était vraie. Les conseils concernant la conception des locaux de travail, c'est également un accompagnement que nous proposons, donc la réponse est vraie. Effectivement, dans le cadre de l'élaboration, de la conception de nouveaux locaux ou l'amélioration de vos locaux pour la qualité de vie au travail de vos salariés, faire en sorte que la qualité du travail de vos salariés n'impacte pas leur santé, nous avons des intervenants en prévention des risques professionnels qui sont là pour vous accompagner et qui sont là pour vous conseiller au mieux sur la conception de ces locaux. N'hésitez donc pas à solliciter cet accompagnement en amont de votre projet. Ça permettra à nos intervenants en prévention des risques professionnels de vous accompagner tout au long de la démarche et de faire au mieux pour que la conception de ces locaux-là
soit correspondre à vos besoins en tant qu'employeur, mais aussi et surtout à vos salariés et vos collaborateurs. Concernant la dernière proposition, l'accompagnement social des salariés, c'est également un accompagnement que nous proposons. Donc la réponse est vraie, nous avons 2 assistantes sociales en interne au sein de la PST 37 qui peuvent être là pour accompagner les salariés qui ont besoin. Et cet accompagnement-là se fait par l'intermédiaire du médecin du travail. Dans le cadre donc de toute cette prévention de la santé pour les risques psychosociaux, comme ma collègue vous a expliqué au début, vous avez des acteurs moteurs de la prévention des risques psychosociaux. Le service de santé au travail peut être un acteur, comme je viens de vous expliquer avec les accompagnements que nous proposons. Nous pouvons être là pour vous accompagner sur la prévention des risques psychosociaux. Notamment, je vais le redire, mais l'aide aux documents uniques, donc notamment la méthodologie, l'accompagnement dans la démarche. Cela peut être également des conseils en prévention, que ce soit au niveau organisationnel, technique, conseil de conception de locaux. Nous pouvons également participer au sein de vos CSE et CSSCT. Il y a également le suivi médical, qui est une vraie prévention des risques psychosociaux par l'intermédiaire de visites comme les visites périodiques, les visites d'embauche, les visites de pré-reprise, reprise occasionnelle. Il y a également un accompagnement social des salariés qui est possible, des sensibilisations aux risques psychosociaux, mais également des études des risques psychosociaux et les fiches entreprises. Il y a également d'autres acteurs qui sont importants dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et du maintien dans l'emploi. C'est la Directe, la CARSAT, le Cap Emploi, mais bien d'autres. Et vous, en tant qu'employeur, au-delà de la vigilance et de la bienveillance que vous faites preuve à l'égard de vos collaborateurs, vous avez des moyens et outils à disposition qui font de vous un acteur moteur de la prévention des risques psychosociaux. Au niveau de vos moyens, vous avez l'organisation du travail qui, si elle est bien pensée et bien réfléchie, fera en sorte que tous les facteurs de risques psychosociaux auxquels vous pouvez être soumis en tant que collaborateur au sein de votre entreprise, fera en sorte que cette organisation du travail sera la moins impactante sur la santé de vos collaborateurs. Il y a également les infirmiers et les infirmières d'entreprise, les managers de proximité, qui sont des moyens sur lesquels vous pouvez réellement vous appuyer et qui sont vos relais au sein de votre entreprise, les CSE, CSSCT, les groupes de travail, les référents risques psychosociaux. Il y a également donc nous, en tant qu'équipe pluridisciplinaire de votre service de santé au travail, les cabinets de consultants sur des thématiques comme les risques psychosociaux, la médiation, la qualité de vie au travail, mais d'autres sujets. Et il y a également les cellules d'écoute avec des numéros verts. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines assurances et mutuelles qui proposent ces cellules d'écoute. Et au niveau des outils, vous avez l'organigramme, qui est un outil primordial que l'on demande toujours avant toute intervention au sein d'une entreprise dans le domaine des risques psychosociaux, qui nous permet vraiment d'avoir une base. C'est nécessaire d'avoir un organigramme à jour pour pouvoir débuter et avoir une bonne base dans la prévention des risques psychosociaux. Il y a également des formations, des informations, des sensibilisations. Les fiches de poste sont également des outils très importants, les entretiens individuels et professionnels, qui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vos managers de proximité vont être le relais à travers ces entretiens pour vous permettre aussi d'avoir connaissance d'une situation qui peut être difficile ou qui peut être vouée à créer une souffrance au travail. Le règlement intérieur, le document unique, qui, je le rappelle, est obligatoire et dedans, il y a les risques psychosociaux qui sont présents. Il y a le bilan social et des indicateurs de risques psychosociaux, notamment les indicateurs d'absentéisme et de turnover qui sont très intéressants à suivre pour connaître la santé de votre entreprise. Donc, qu'est-ce que, en réalité, la prévention des risques psychosociaux ? On vous parle souvent de ça, vous l'entendez de plus en plus, mais en réalité, on parle souvent de risques psychosociaux, mais en amont de ça, il est nécessaire de comprendre qu'en fait, chaque collaborateur, chaque être humain au travail, dans une situation de travail, est soumis à des facteurs de risque. L'idée, c'est que lorsque l'on prévient ces facteurs de risque, on évite l'apparition des risques psychosociaux. Les facteurs de risque ont été classés en 6 catégories par un collège d'experts GOLAC et que je vais vous citer, donc l'organisation du travail, donc ça peut être par exemple de la surcharge de travail, des instructions contradictoires, la charge émotionnelle, ça peut être les tensions avec le public, ça peut être du contact avec la souffrance ou avec la détresse émotionnelle, la détresse de personnes, l'autonomie et la marge de manœuvre,
C'est par exemple ne pas pouvoir développer ses compétences comme on l'espère, c'est avoir trop d'autonomie ou pas assez d'autonomie. Les relations au travail, que ce soit les relations avec ses collaborateurs, avec sa hiérarchie, ses collègues, avec d'autres équipes. Les conflits de valeurs, par exemple, ne pas être fier de faire son travail, ne pas avoir le sentiment que l'on peut faire un travail de qualité. Et l'insécurité des situations de travail, et non que l'insécurité de l'emploi. L'insécurité des situations de travail, ça peut être également un salarié qui ne sait pas quelle va être l'évolution de son poste, même si pour vous, en tant qu'employeur, vous vous dites c'est sûr, ce salarié, je le garde au sein de l'entreprise. Pour le salarié, ça peut être compliqué de ne pas savoir quelle va être son évolution au sein de l'entreprise parce que ça crée une situation d'insécurité par l'inconnu. Donc, ces facteurs de risque, on peut y être soumis tous les jours. Mais la problématique, c'est lorsque ces facteurs de risque ne sont pas prévenus en amont et ne sont pas analysés. Ils peuvent être sur du long terme ou bien en termes d'intensité sur certaines personnes. Cela dépendra de chacun, de la sensibilité de chacun, du contexte de professionnel. Ça peut dépendre du poste de travail aussi. Ça va avoir des impacts qui vont se traduire par des risques psychosociaux, qui peuvent se traduire par des violences internes, du stress, des violences externes. Et comme on l'a vu au début de cette présentation, les risques psychosociaux donnent des conséquences au niveau de l'entreprise, mais également au niveau du salarié. Alors, petit quiz, encore. Dans une usine de pétrochimie, l'employeur met en place des séances de massage, d'ostéopathie, de relaxation. Il a également mis une salle de pause à disposition des salariés. Quelle est la proposition exacte? Est-ce que sa politique de prévention des RPS est suffisante? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Ou est-ce que des éléments manquent dans cette histoire pour juger de sa politique de prévention? Eh bien, la bonne réponse est la réponse C, puisqu'il manque des éléments. En effet, l'ostéopathie, le massage, la relaxation sont des activités qui sont totalement bénéfiques, mais qui sont en correction. Notre rôle est vraiment de vous encourager à faire de la prévention et donc à chercher la cause. Qu'est-ce qui, dans le travail, dans l'organisation du travail, crée une tension? Peut-être cela aboutira à une tension musculaire qui peut être diminuée avec un massage, mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de chercher dans le travail qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les rôles ne sont pas assez bien définis? Est-ce qu'il y a un problème de communication? Qu'est-ce qui se passe vraiment au cœur du travail? Et ainsi de diminuer le nombre de situations de souffrance. Quelles sont les affirmations exactes? Dernier quiz. Mon salarié vient de se faire insulter par un client. Cela fait partie du métier, je n'ai rien à faire. C'est faux. Alors, on pourrait dire finalement qu'il y a deux temps par rapport à cette situation. Il y a un temps en amont, un premier temps, où il est nécessaire de créer un plan d'action. Un plan d'action à co-créer, co-construire entre les salariés qui seront soumis à ce risque, la direction, les organisations syndicales. Voilà, on met ensemble tous les partenaires pour réfléchir qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ces situations et pour que cela se passe au mieux. Déjà analyser peut-être sur les fois passées pourquoi les personnes arrivaient de manière agressive. Est-ce que c'est parce que, par exemple, elles manquaient d'informations, les informations n'étaient pas à jour sur le site internet? Est-ce que c'est parce que elles ont été mal orientées? Voilà, il faut chercher en amont pourquoi il y a cette agressivité. Après, une fois que la personne arrive de manière agressive, qu'est-ce qui peut aider? Donc, par exemple, cela peut être des formations, cela peut être également la mise en place d'un système pour que la personne ne soit pas seule, que le salarié ne soit pas seul face à la personne. Donc, qui elle peut appeler? Quelle est la personne ressource? Est-ce qu'il y a un bouton? Est-ce qu'on appelle avec le téléphone? Où est-ce que ça sonne? Est-ce que ça appelle automatiquement la police? Est-ce que la personne à qui reçoit l'appel, si elle n'est pas là, est-ce que c'est redirigé sur un autre téléphone? Toutes les situations doivent être étudiées de manière à ce que le salarié se sente rassuré. Et le deuxième temps est donc, une fois la situation, le jour J, la situation arrive,
Il s'agit en fait de déclencher le plan d'action qui a été co-créé. Deux personnes de mon service à caractère fort se sont disputées. La résolution de ce conflit ne concerne pas le manager. C'est faux. Peu importe le caractère des personnes. Si elles se sont disputées, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a matière. Le manager doit comprendre pourquoi il y a eu une dispute et chercher des solutions gagnant-gagnant pour que chacun puisse se sentir à l'aise dans sa situation de travail. Proposer une formation à la gestion des conflits peut être intéressant dans le cadre de la prévention au sein de mon entreprise. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation à la gestion des conflits peut tout à fait être intéressante à mettre en place le plus tôt possible pour les salariés qui vont être soumis à ce type de risque. Il est souhaitable que tout changement concernant l'organisation de travail au sein de mon entreprise, réorganisation, déménagement, etc., soit préparé et que les salariés puissent bénéficier d'un accompagnement à ce changement. Donc c'est vrai, et on reboucle avec ce que disait ma collègue tout à l'heure par rapport à l'insécurité de la situation de travail. C'est important que les personnes soient informées de manière à ce qu'elles n'aient pas d'insécurité sur la suite de leur carrière, de leur mission, de leur lieu de travail, parce que cela peut générer du stress. D'autre part, c'est important que les salariés puissent participer à la réorganisation, aux modifications, parce qu'ils ont beaucoup de connaissances sur le travail réel, le travail au quotidien, avec tous les aléas que cela comporte. Et donc, l'organisation future ne sera que plus adaptée au quotidien des salariés s'ils peuvent y participer. Voilà pour la présentation. Nous allons donc maintenant nous retrouver avec un médecin du travail pour une session de questions-réponses pour environ 15 minutes et répondre à toutes vos questions. À tout de suite. Merci à tous pour votre attention pour cette présentation. Je suis donc avec le docteur Souris, qui est médecin du travail au sein de la PST 37, et nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc la première question, j'ai un salarié qui n'est pas bien sur son poste de travail, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, bonjour, donc je suis le docteur Souris, médecin du travail. Si vous avez un salarié qui n'est pas bien sur son poste de travail, la première chose à faire, c'est effectivement de pouvoir voir ce qui ne va pas, donc pouvoir lui proposer un rendez-vous afin qu'il vous explique, s'il le peut, ses difficultés. Si toutefois il est en difficulté pour évoquer avec vous ces problématiques, il faut que vous puissiez l'orienter vers le médecin du travail. Donc, vous lui proposez de prendre vous-même rendez-vous auprès du médecin du travail. Il peut aussi le faire s'il le souhaite, bien évidemment. Mais à partir du moment où vous êtes informé de la situation, il va de votre responsabilité, effectivement, de prendre vous-même le rendez-vous auprès du médecin du travail en motivant votre demande. Le médecin du travail recevra le salarié et essaiera d'analyser le plus précisément possible avec ce salarié ses difficultés, sa problématique. Ce premier temps peut s'arrêter là, mais peut aussi conduire à une orientation vers différentes ressources, en l'occurrence possiblement des ressources en interne au sein de votre entreprise ou alors des ressources en externe, possiblement chez nous, notre psychologue du travail, si on est sur une situation qui peut relever d'une situation collective notamment. Pour des situations individuelles, c'est un peu au cas par cas et notre psychologue du travail peut effectivement être consulté, mais on aura une prise en charge ou en tout cas un accompagnement qui sera différent. Au sein de votre entreprise, on vous demandera peut-être de réunir plusieurs personnes, les acteurs concernés par la situation, notamment s'il s'agit d'une problématique collective, et de pouvoir établir une sorte de table ronde ou en tout cas un échange qui permettra de mettre sur la table les différentes problématiques. Donc passons à la deuxième question. J'ai des difficultés dans une équipe, comment faire, quoi faire ? Du coup, je vais prendre la parole. Alors, c'est une question assez vaste. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment du cas par cas parce qu'en fait,
L'idée, c'est de savoir de quelles difficultés est-ce que l'on parle. Dans une équipe, il peut y avoir des difficultés au niveau du climat, au niveau de l'ambiance, au niveau de la communication. Ça peut être des conflits, ça peut être des personnes qui ne s'y retrouvent pas, ça peut être plein de situations qui sont possibles. Et l'idée, ça va être, dans un premier temps, la possibilité que vous avez, c'est de faire des entretiens avec vos salariés pour peut-être essayer de comprendre quelques facteurs qui pourraient impacter l'équipe, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut impacter cette équipe. Et tout ça, bien sûr, en faisant preuve de bienveillance, surtout de neutralité. Vous n'êtes pas là pour influencer les propos de l'autre, parce que si vous risquez d'influencer les propos des collaborateurs, vous risquez d'avoir des personnes qui vont se braquer et vous ne saurez pas ce qui se passe. L'idée, c'est aussi de savoir s'il n'y a pas une situation qui a changé dernièrement, est-ce qu'il n'y a pas une fusion, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement d'équipe, un changement de local. Tous ces petits ces facteurs, en fait, peuvent impacter le climat d'équipe. Vous avez également la possibilité de nous solliciter par l'intermédiaire de votre médecin du travail référent et ensemble, on essaiera de déterminer quelle est la meilleure manière d'agir au vu de la condition dans laquelle se trouve l'équipe, au vu de la situation de l'entreprise, et on essaiera de comprendre un petit peu s'il y a des facteurs déclencheurs et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à compléter, docteur Souris. Non, on peut. Alors oui, du coup, on peut, avec ces deux exemples, en fait, on peut généraliser l'accompagnement qui peut être mis en place par deux mots qui sont avoir un échange et pouvoir communiquer. L'important étant que chacun puisse exprimer les choses pour qu'on puisse, nous, acteurs de prévention, faire un état des lieux le plus précis des facteurs de risque qui vous ont été présentés tout à l'heure, afin justement de pouvoir voir comment on peut agir sur l'un, sur l'autre ou sur un ensemble de facteurs afin de désamorcer la situation problématique. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Une troisième question, comment intervenez-vous pour les RPS ? Vaste question. Alors là, ça va dépendre quel est le besoin. Donc en fait, avant toute intervention, donc si vous avez sollicité votre médecin du travail et qu'un médecin du travail me demande d'intervenir sur ce sujet, sur cette thématique des risques psychosociaux, je suis là dans un premier temps pour vous rencontrer en tant qu'employeur ou représentant de l'employeur, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui vous amène à avoir besoin en fait de faire une analyse de ces risques psychosociaux, et selon le besoin, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là, derrière, la démarche va être complètement différente selon le nombre de personnes qui peut être concernées. Parfois, vous dites risques psychosociaux pour l'entreprise, mais finalement, votre difficulté elle va être au niveau d'une équipe. Ça va être également selon la taille de votre équipe, la taille de votre entreprise et aussi les moyens que vous avez en interne. Si vous avez un CSSCT, peut-être que ça peut être intéressant de les mettre en tout cas dans cette démarche-là. Ça va dépendre aussi de votre type d'activité. Et tout ça va être décidé lors de l'analyse de la demande, de l'analyse, la première rencontre pour comprendre un petit peu quelles sont les thématiques que vous avez besoin. On s'est rendu compte au fil du temps que les risques psychosociaux, c'est devenu un petit peu un mot de passe pour dire il y a quelque chose qui ne va pas dans mon entreprise, dans mon équipe ou avec quelqu'un et j'ai besoin d'accompagnement pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça s'arrange. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vient de dire Marine là en tout dernier, c'est que ça peut aussi tout simplement passer par un accompagnement à la mise en place de votre document unique d'évaluation des risques professionnels ciblé risques psychosociaux, si toutefois il n'est pas mis en place, ou alors s'il est mis en place, éventuellement voir de quelle manière on peut améliorer les diverses situations. Très bien. Quatrième question, combien de temps dure une étude RPS ? Alors, je vais encore dire que c'est au cas par cas, parce qu'effectivement, ça dépend donc, comme je vous disais tout à l'heure, du nombre de personnes qui est concernées par la démarche, de la taille de votre entreprise, parce qu'une entreprise de 10 salariés ne va pas avoir une démarche identique à une entreprise de 100, 200 salariés. Et
la fourchette peut être très importante, notamment ça peut aller de 3 mois à 6 mois, 1 an et demi, selon vraiment la disponibilité de chacun. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que l'objectif quand on est là pour vous accompagner sur des risques psychosociaux, c'est que ça ne vous prenne pas non plus trop de temps au niveau de votre production. On essaie de faire en sorte que tout coïncide pour que toutes les conditions soient favorables pour que la démarche se passe au mieux. Donc, c'est pour ça que ça peut durer parfois 1 an et demi, parce que s'il y a 50 équipes et donc 50 entretiens collectifs à mettre en place, vous vous doutez bien que ça va prendre un petit peu de temps et qu'on ne va pas pouvoir mobiliser toutes les personnes au même moment. Donc, c'est pour ça que ça va être vraiment au cas par cas. Mais voilà, pour vous donner une fourchette, ça peut être 2 mois jusqu'à 1 an et demi. En moyenne, c'est idéalement 6 mois. Alors, j'ajouterais une petite précision. La PST37 peut vous accompagner dans certaines études RPS, mais certains critères sont requis, comme notamment la taille de l'entreprise, puisqu'à partir d'un certain effectif, on laisse des organismes extérieurs intervenir. Et c'est pour ça que vous avez aussi l'outil qui a été créé au niveau de la PST37 et des 3P. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas cet outil, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous présente. C'est un outil qui vous permet de mettre à jour ou de créer votre document unique. Donc, c'est un outil qui a été créé en interne, qui essaie d'être le plus efficace et le plus facile à utiliser au quotidien. Donc, on a essayé de faire en sorte que ça corresponde vraiment à vos besoins dans vos entreprises. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à solliciter la PST37 pour qu'on puisse vous accompagner, pour qu'on vous fasse découvrir l'outil et puis que vous puissiez le prendre en main et mener cette démarche de vous-même. Et donc, une dernière question. Comment faire appel à un psychologue du travail ou une psychologue du travail? Alors du coup, pour que j'intervienne au sein de votre entreprise, il faut que vous demandiez à votre médecin du travail référent qui va être là pour essayer de comprendre votre problématique, déjà essayer de vous aider à son niveau et puis en fonction du temps et de votre demande, il me sollicitera et j'interviendrai. Je pense que normalement, je vous laisse, docteur Soris, c'est plus vous qui avez les questions en général, ces demandes-là. La demande est entendue, mais n'est pas toujours forcément accordée, on va dire acceptée, puisque en fonction des situations, effectivement, on parlait tout à l'heure d'un temps d'analyse. Peut-être que le psychologue du travail, qui n'est d'ailleurs pas le seul intervenant envisageable, on l'a vu tout à l'heure dans les situations de risque RPS, n'est pas forcément le bon acteur qu'il faudrait solliciter au moment où vous le demandez. Donc, il est très important dans toutes ces situations-là de faire un état des lieux précis afin de pouvoir cibler la demande et cibler la demande bien sûr sur le sujet, mais aussi sur les acteurs qui peuvent intervenir, acteurs dont le psychologue du travail peut effectivement être l'acteur principal, mais pas seulement. Merci beaucoup, mesdames, pour ces échanges.